issu d'un milieu populaire, a commencé d'abord dans l'enseignement primaire, bon, puis après ensuite a fait tout un cycle d'études très classiques, bien sûr. C'est aussi un militant qui est passé par le Parti communiste, je crois, jusqu'au début des années 80. Mais c'est une cohérence qu'on retrouve aussi dans son métier et sa pratique d'historien, à deux niveaux au moins. D'abord, dans le sens où il envisage un rôle social de l'historien. Il a été à l'origine de la Cité nationale d'histoire de l'immigration. Il a été aussi un des fondateurs du comité de vigilance sur les usages de l'histoire, hein, pour justement à mettre dans le débat ce que l'historien apporte, ce que l'histoire est par rapport à la mémoire. Donc un historien qui s'engage, et puis aussi un historien, une cohérence par rapport aux objets d'étude. Alors je ne vais pas citer tous les livres de Gérard Noiriel, quelques-uns, par exemple son Histoire des ouvriers, hein, qui est un classique. Moi je le donnais à mes étudiants en TD lorsqu'il y avait l'exposé à faire sur les ouvriers en France. Histoire aussi de l'immigration, histoire des étrangers, et une volonté de comprendre la construction de la nation, l'inclusion du peuple, l'exclusion des étrangers, donc une sorte de triangle, hein, État, nation, étranger. Pour moi, ce livre, c'était aussi une manière de faire un bilan des 40 ans de recherche que j'ai consacré à l'histoire, et aussi de rendre hommage à tous les gens avec qui j'ai travaillé. Pour moi, c'est très important, parce que la recherche, c'est quelque chose de collectif. Donc, c'était la volonté aussi de rendre hommage à mes collègues ou à mes étudiants, qui sont devenus parfois aussi des collègues, mais qui n'ont pas toujours la chance de voir leurs propres recherches publiées. C'est un gros problème que l'on rencontre. Plus les recherches sont spécialisées, moins elles trouvent d'éditeurs, surtout aujourd'hui. Donc il y a une sorte d'injustice déjà à ce niveau-là, entre ceux qu'on voit tous les jours à la télé qui n'ont rien à dire, mais moins ils ont rien à dire, plus on les voit, hein, et puis ceux qui ont des choses à dire et qu'on ne voit jamais. Bon. Donc les relations de pouvoir, vous voyez, elles se jouent aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour moi important. Et puis l'autre chose très importante, c'était de revenir, de remettre l'accent sur le social, sur la question sociale. Et ça, c'est un enjeu, je pense, y compris à l'intérieur du champ universitaire, où les gens qui sont, disons, engagés, les sociologues ou les historiens engagés, ont eu tendance, eux aussi, à quelque peu délaisser les classes populaires, disons, depuis une vingtaine d'années. Et peut-être que ce reproche, on aurait pu aussi me le faire, puisque j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration, j'ai travaillé aussi sur les questions du racisme, j'ai travaillé sur le clown chocolat, qui a donné lieu à un film après avec Omar Sy, etc. Donc, mais pour moi, c'était toujours le populaire. Parce que, prendre le clown chocolat, c'est un esclave cubain qui va vivre au cirque ici, en France, mais le comble de la condition des classes populaires, donc c'était pas extérieur. Mais voilà, je voulais remettre l'accent pour reprendre tout ça avec un fil conducteur qui était celui donc des classes populaires, en montrant aussi que même la question des migrations, c'est une composante essentielle de l'histoire populaire. Ensuite, effectivement, il y avait cette question de la définition du populaire, que moi je ne confonds pas avec les classes populaires. Alors, c'est en cela, bon, ce livre, vous savez, au départ, c'est une commande des éditions Agone, qui avait publié en français l'ouvrage d'Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis. Donc il m'avait demandé si je ne voulais pas faire la même chose pour la France. Ça, c'est une dizaine d'années, donc j'étais très honoré, j'ai dit oui, et puis après, bon, j'ai été pris par chocolat, par plein d'autres choses. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, c'était beaucoup plus difficile que ce que j'avais cru au départ. Howard Zinn, il faut bien voir que, bon, moi j'avais une énorme admiration pour cet historien, mais il a écrit son histoire populaire des États-Unis, il l'a écrite, lui, dans les années 70, qui est une époque, moi j'ai connu, j'étais étudiant à l'époque, moi une époque par rapport à aujourd'hui, je dirais d'un point de vue politique, c'était une époque heureuse. On était dans une perspective d'espoir déjà, vraiment de changement de la société, de convergence des luttes. C'était pas la peine de le répéter tous les jours, ça se faisait concrètement. Je sais que militants, étudiants, bien, on luttait contre les injustices sociales, mais en même temps contre le sexisme, contre le racisme, etc. Donc
on retrouve tout ça dans l'ouvrage d'Howard Zinn. Et puis en même temps, Howard Zinn écrit à une époque où toute une série de choses, notamment l'histoire des minorités, l'histoire des femmes, des esclaves, etc., n'avaient pas été faites encore. Donc il dit, hein, il a expliqué son projet en disant jusqu'ici on a fait l'histoire des chasseurs, moi j'ai fait l'histoire des lapins. Hein. Eh bien moi j'ai pas fait ça, moi j'ai fait l'histoire de la chasse, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est-à-dire à la fois je parle des lapins et des chasseurs. Donc c'est ça que j'appelle le populaire. Pour moi c'est une relation de pouvoir. Mais je précise tout de suite que l'expression relation de pouvoir, c'est pas un jugement de valeur. Dans les relations de pouvoir, pour moi, il y a à la fois de la solidarité et de la domination. Il y a les deux facettes. Par exemple, pour prendre un exemple simple, au sein d'une famille, eh bien, quand les parents disent à leurs enfants mange ta soupe, etc., ils exercent un pouvoir sur leurs enfants, mais c'est pour leur bien. C'est dans un acte de solidarité, pour les émanciper, pour permettre à ce qu'ils deviennent adultes. Donc voilà, en envisageant les relations de pouvoir de ce côté-là, ça me permettait à la fois de montrer dans l'histoire donc des moments de solidarité, des moments donc évidemment aussi de domination. Et alors, pour répondre plus directement à la question que vous m'avez posée, effectivement, la question qu'on peut aborder, c'est celle de la finalité civique, parce qu'effectivement, moi je me définis comme un historien engagé, mais je ne suis pas un historien au service d'une cause politique. J'ai toujours défendu aussi l'autonomie de la recherche historique. Et c'est ce que j'ai expliqué dans d'autres travaux, mais la différence entre histoire et mémoire. Hein. Le rôle de l'historien, c'est pas de distribuer les bons et les mauvais points. On n'est pas des procureurs, vous comprenez? Ça, c'est les enjeux de mémoire. Et dans le livre, d'ailleurs, je reprends toute une série d'enjeux de mémoire sur l'esclavage, sur Vichy, etc. Et je montre comment, en tant qu'historien, je me situe par rapport à cela. Donc nous, notre rôle, c'est d'expliquer et de comprendre le passé. Hein, y compris parfois de comprendre des choses tout à fait horribles, hein, ou des personnages tout à fait horribles. Ce qui parfois fait qu'on nous accuse de défendre telle ou telle cause. Non, on essaie d'expliquer, parce que c'est notre rôle. Donc ça, c'est pour moi un point important, mais ça n'empêche pas, malgré tout, malgré ce souci de se tenir à distance, je dirais, des enjeux politiques, ça n'empêche pas que je me définis comme un historien engagé, c'est-à-dire, je me suis toujours posé la question de l'utilité de l'histoire, et à quoi ça sert. Hein. Et c'est une question qui n'est pas forcément, on ne peut pas y répondre facilement. Pour le dire à partir d'exemples, moi je me suis lancé donc, dans les années 80, début des années 80, dans une thèse sur la question de l'immigration, parce que c'était au moment où on voyait le Front National qui était en train de monter et qui exploitait ce thème de l'immigration comme fonds de commerce. Et évidemment, en tant qu'historien, ça nous rappelait des périodes anciennes, etc. Bon, et je me disais, oui, comme pratiquement aucun historien n'a vraiment travaillé sur l'immigration, il faut qu'on fasse notre travail de connaissance pour lutter contre les préjugés, et ça va permettre de faire reculer tous ces partis d'extrémistes, etc. Bon, les recherches sur l'immigration aujourd'hui, elles ont beaucoup progressé. Il y a énormément de choses, des associations, les historiens ont travaillé sur tout ça. Le Front National n'a pas reculé pour autant. Hein, il était à 5% quand j'ai commencé, vous voyez, c'est aujourd'hui. Donc là, ça rend vraiment modeste, hein, dans la conception qu'on peut avoir de notre rôle social. Mais malgré tout, bon, voilà, je pense que c'est nécessaire. Et c'est pour ça que j'ai aussi évolué, j'en reviens à cette formule, se rendre étranger à soi-même, c'est-à-dire être capable aussi, un bon livre, ça peut être aussi en littérature évidemment, doit permettre à celui qui le lit de s'interroger sur lui-même, et non pas de le conforter dans ce qu'il croit ou dans ce qu'il est. Donc c'est pour ça aussi dans le livre, je prends parfois des exemples à contre-temps par rapport à ce qu'on est habitué à dire ou à penser, et mon espoir, c'est aussi donc que les lecteurs en viennent aussi à s'interroger par rapport à leur engagement, par rapport à leurs croyances, par rapport à ce qu'ils sont. Et parce que, oui, ma perspective, elle est, je pourrais dire, d'un mot un peu barbare, mais désidentitaire. Voilà, je pense que le grand risque politique qu'on a aujourd'hui, c'est de voir de plus en plus des luttes identitaires. On a été, c'est pour ça aussi que je remets l'accent sur le social, parce que depuis 20 ans, quand même, on a été abreuvés en France de polémiques religieuses, etc., où on enferme les gens dans des
dans des identités qui sont totalement partielles, parce qu'on n'est jamais un individu, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, il est produit de multitudes de critères identitaires, on doit avoir la liberté de pouvoir choisir ceux qu'on veut mettre en avant, etc. Et donc, voilà, donc c'est un travail qui aussi, je dirais, peut rendre l'historien pas très populaire, justement, parce que moi j'applique les mêmes principes. Je l'avais fait, j'avais écrit un livre sur quand Nicolas Sarkozy avait lancé son débat sur l'identité nationale. Donc là, c'était déjà une logique d'identification. Mais je le fais aussi par rapport aux associations qui vont défendre telle ou telle cause, vous voyez, de l'autre côté, comme le CRAN pour les Noirs, ou pour, voilà, pour l'islam, etc. Enfin, je veux dire, toutes les formes d'identité doivent être déconstruites. Ça, c'est ma logique. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher, évidemment, on est obligé d'avoir des appartenances, etc. Donc il y a toute cette gymnastique-là, qui est au cœur, je dirais, de mon travail, qui n'est pas facile à mener, et qui était d'autant plus difficile à mener dans ce livre-là que je voulais parler simplement. Voilà. C'est-à-dire, c'est aussi la question du récit, c'est-à-dire adopter la forme du récit pour pouvoir toucher des publics qui ne vont pas lire les trucs des universitaires habituels. C'est aussi pour ça d'ailleurs que on va d'ailleurs revenir à Chambéry au mois d'avril, j'ai créé une association d'éducation populaire qui s'appelle DAJA, et on fait des spectacles. D'ailleurs, le chocolat, ça a commencé comme ça. On a d'abord fait un spectacle, qui après voilà, a donné toute une série d'autres choses, et là on fait ce qu'on appelle des conférences théâtralisées, gesticulées, où on met en forme, pour des gens qui ne lisent pas les bouquins, des contenus voilà, savants ou qui viennent de la recherche. Donc pour moi, ces deux aspects dans mon activité sont absolument indispensables tous les deux. J'ai toujours eu un pied dans le secteur culturel, associatif, pour pouvoir maintenir ce contact avec des gens donc, qui ne sont pas dans des étudiants ou des collègues, etc., de mon milieu. Mais là, dans ce livre, c'est évidemment pour des gens qui lisent ou qui ont envie de lire, que j'ai essayé voilà, de tenir un fil conducteur qui est sous la forme du récit, pour essayer de retracer un petit peu donc, une histoire de France qui ne soit pas celle qu'on nous présente sur les chaînes de télévision publiques avec Stéphane Bern, par exemple, où il n'y a que des châteaux, des princesses, etc., etc. Mais qui n'est pas non plus uniquement les pauvres, les ouvriers, les paysans. C'est la relation entre les deux, puisqu'on peut démontrer, c'est ce que je montre dans le livre, que même la définition des classes populaires, ou l'identité des classes populaires, très souvent, elle est construite par les élites, par ceux qui ont la maîtrise du discours, des représentations. Et souvent, les luttes populaires, c'est une appropriation des représentations dominantes, et puis elles sont détournées, contournées, et ça oblige après les élites elles-mêmes à changer leur point de vue. C'est cette dialectique-là qui m'intéressait, et évidemment j'ai écrit ça bien avant les Gilets jaunes, mais je suis content de voir que finalement, le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, concrétise en bonne partie, quand on voit l'évolution de notre président de la République récemment, des choses voilà, que j'avais montrées moi pour d'autres périodes de l'histoire. Voilà, c'est une réponse un peu longue. Tu veux rebondir, Richard? Oui, ben justement, puisque en vous attendant, je m'étais présenté, puis j'avais dit que moi ce qui m'avait intéressé, c'est quand j'ai lu votre livre, c'était entre septembre et décembre, donc j'étais soit avant, soit pendant. Alors je vous ai entendu, vous avez été pas mal sollicité, hein, c'est un bon coup de com'. Et puis bah, moi ce que je me disais, puis ça rejoint un des questionnements de Corinne, c'est que finalement bon, dans populaire il y a peuple, hein, et puis c'est un mot finalement vide de sens, dans le sens où tout le monde le remplit selon son point de vue et sa position dans la société. Et ce qui est intéressant avec le mouvement actuel, c'est que du coup, à Noël, tout le monde a discuté de ce qui se passait, de ce que ça représente la majorité, est-ce que c'est le peuple, est-ce que c'est l'extrême droite, et du coup, on retrouvait ce que vous décriviez justement comme l'aller-retour entre le haut et le bas, hein, puisque finalement on a cherché, on entend, alors on en a fait toute l'histoire de France depuis 1 mois et demi pour savoir à quoi ça pouvait ressembler dans l'histoire de France. Alors ceux qui n'aiment pas trop ce mouvement se méfient un petit peu de ce genre d'émotion populaire. Ils ont parlé de poujadisme, boulangisme, on a entendu jacquerie aussi.
Et puis, pour ceux qui sont plutôt sympathisants, alors c'est peut-être savoir si c'était plus 1789, 1848, 1968. Enfin, finalement, on a eu une politisation, puis un intérêt nouveau pour l'histoire des mouvements de révolte populaire. Et bon, je pense que je ne vais pas vous demander de choisir quelle est l'étiquette, mais c'est sûr que je vous ai déjà entendu, mais je serais quand même assez curieux de savoir comment vous l'interprétez, parce que c'est vrai voilà, fatalement c'est nouveau, c'est relativement inattendu, même si bon, ces choses-là arrivent. Je ne sais pas comment vous le décririez finalement, ce mouvement. Alors effectivement, je remercie les Gilets jaunes, hein, parce que mon livre a connu du coup, c'est très intéressant de voir, parce que ça c'est aussi une chose qui se répète dans l'histoire. Hein. Les mouvements sociaux, les grandes luttes sociales, elles prennent toujours les élites par surprise. Je montre dans le livre comment en 68, ça quelques mois avant, on disait la France s'ennuie. En 1848, c'était une surprise. Je crois que Marx parle de la divine surprise, même pour les républicains, parce que voilà. Donc, moi je montre dans le livre justement que même la Commune de Paris, un an avant, ou un éminent professeur de la Sorbonne qui dit on ne pourrait plus avoir jamais aujourd'hui en France des mouvements comme celui de 1848, vous voyez, quelques mois après ça explosait. Donc c'est ça qui est réjouissant finalement, hein, de mettre en échec les experts. Je crois qu'on ne peut pas être plus réjoui, parce que quand on les voit tous les soirs nous seriner leur truc là, bon, on se dit bon bah tant mieux, le peuple a encore une capacité à mettre tout ça en péril. Voilà, donc il y a ce côté-là et ça c'est une continuité. Le mouvement des Gilets jaunes a surpris, mais je ne veux pas nier que moi-même j'avais été complètement surpris, j'aurais jamais imaginé ça. C'est aussi ça que je trouve extraordinaire, ça c'est la richesse du mouvement social, du peuple, quand il est rassemblé, c'est l'imagination, l'invention, qui, je sais pas, je pense que la plupart d'entre nous un jour ont enfilé ce gilet jaune, au moins l'ont mis au fond de leur coffre parce que c'était devenu obligatoire, etc. Et de voir que ça pouvait devenir un symbole subversif. Enfin, je veux dire, et que ça a du sens. Parce que dans l'histoire, les symboles qui marchent, c'est quand on peut relier finalement quelque chose de très abstrait, un objet, une couleur, etc., à une expérience vécue. Si vous prenez dans l'histoire le drapeau rouge, par exemple, ça c'était lié, vous avez beaucoup de choses, vous savez, dans le mouvement ouvrier, on disait, c'est le sang de l'ouvrier, à une époque où effectivement les ouvriers versaient souvent leur sang, que ce soit dans la répression des grèves, que ce soit les accidents du travail, etc. etc. Bon, le point levé en 1936, voilà, il y a ces symboles très forts, et là, effectivement, les Gilets jaunes, c'était en lien avec nous sommes, nous, laissés sur le bord de la route, hein, on ne s'occupe pas de nous, on est devenu invisible, donc cette couleur était aussi liée pour rendre les automobilistes qui sont en panne, les rendre visibles la nuit, etc. Donc il y avait une logique qui explique la force et le succès de ce symbole, puisque pareil, maintenant il y a des gilets jaunes presque partout dans le monde, enfin, je sais pas, j'en ai vu dans différents pays, bon, il y a donc cette dimension-là qui est extrêmement réjouissante, je dirais. Et effectivement, ce que vous disiez, c'est-à-dire des gens qui, pour beaucoup, ne s'intéressaient pas à la politique, on dit non politisés, qui se politisent quelque part, à leur manière, hein, qui peut être contradictoire, effectivement, parce que la politique, c'est jamais un chemin tout droit. Je veux dire, donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, et qui prouve que le discours qui était tenu depuis des années, que les Français s'intéressent plus à la politique, etc., ils s'en foutent, ils n'ont plus que leurs jeux vidéo, je sais pas quoi, eh bien non. Les gens peuvent s'intéresser à la politique si ça les concerne, si ça concerne leur vie quotidienne. Et c'est ça qui a été intéressant, c'est-à-dire qu'un mouvement qui au départ, il ne faut pas le nier, était plutôt ancré à droite, c'est clair. Moi, je l'ai dit dans un article que j'ai publié, et je l'ai revérifié par la suite. On a eu un journaliste qui s'appelle Éric Brunet, journaliste à la fois à BFM TV et à RMC, qui... la veille de la première manifestation du 17 novembre, a mis lui-même le gilet jaune, en disant « allez tous manifester demain parce qu'on paye trop d'impôts ». C'est ce discours libéral qui visait à dire « il faut baisser les impôts, etc., etc., il y a trop de services publics, il y a trop de fonctionnaires, il y a trop... » Voilà. C'était pas pour dire « il faut rétablir l'impôt sur la fortune hein, du côté de ce journaliste qui s'affiche lui-même explicitement comme de droite.
Donc ça a été un peu la tendance au départ. Donc, mais c'est ça, une lutte sociale, elle va toujours au-delà de ce que ceux qui voudraient la canaliser disent et font. Et d'ailleurs, on a vu ce journaliste faire machine arrière très très vite, hein, quand il a vu la tournure que ça prenait. Et c'est cette diversité, cet enrichissement du mouvement qui, je crois, a été positif, mais qui n'empêche pas, malgré tout, qu'il est traversé de contradictions. Parce que dans l'histoire aussi, les mouvements sociaux sont traversés de contradictions. C'est pas parce qu'on vient de la classe populaire qu'on a la science infuse ou que ce qu'on dit est parfait. Il faut arrêter, parce que ça, c'est du populisme, effectivement. Vous comprenez? Il y a aussi voilà, un travail à faire, et c'est là qu'est la question qui est posée. C'est comment un mouvement qui refuse d'avoir des porte-paroles, qui refuse de s'organiser, qui tient à distance tous les corps constitués, y compris les syndicats, etc., les partis qui ont une expérience politique, eh bien, se tenir comme ça dans cette logique-là, je pense que ça ne peut pas durer très très longtemps. Et on a vu une des faiblesses du mouvement, c'est que finalement il suffit de mettre un gilet jaune, puis on peut dire n'importe quoi, puis on dira, bah voyez, les gilets jaunes, c'est ceci, c'est cela. C'est pour ça qu'on a vu aussi des propos qui pouvaient être racistes, sexistes, homophobes, émerger sur certains ronds-points, etc. Donc voilà, il y a un enjeu. Mais un mouvement social, l'histoire le montre aussi, c'est toujours un processus. Il n'est jamais à la fin comme il était au début. Et toute la responsabilité que nous avons tous en tant que citoyens, c'est justement de la capacité qu'on aura à tirer le mouvement dans le bon sens. Donc, parce qu'il faut bien voir que de l'autre côté, évidemment, tout est fait pour essayer de le casser, le discréditer, c'est classique. Hein. Le côté sécuritaire, par exemple, on a vu le ministre, Castaner, etc., enfin, toute cette... la question de la violence, on pourra peut-être en parler, hein, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant, qu'est-ce que c'est que la violence, etc. Bon, on voit, mais ça c'est classique, hein, le pouvoir cherche toujours à discréditer ceux qui luttent en disant qu'ils sont violents. Dès qu'il bouge le petit doigt, on est violent, évidemment, parce qu'on ne va pas dans le sens que le pouvoir voudrait dans lequel on aille. Donc là, il y a des enjeux d'interprétation, et donc c'est encore l'avenir. Et je crois que l'histoire, comme vous le disiez, effectivement, peut apporter un certain nombre d'éclairages, à condition de ne pas plaquer des étiquettes. Moi, c'est pour ça que j'ai critiqué assez vite, quand on voyait Éric Zemmour en train de dire que c'était une jacquerie. Bon, ben, je lui ai rappelé quand même, puisqu'il se dit historien, je crois, j'ai rappelé quand même que le mot jacquerie, c'est un terme qui avait été employé par Froissart, l'historiographe des rois du XVe siècle, pour discréditer les luttes paysannes. Les jacqueries, ça vient de Jacques. Jacques, c'était le surnom qu'on donnait aux paysans pour les pecnos, etc. C'était donc... Oui. Pardon ? On dirait une beaufrie. Voilà, c'est ça. Donc c'est très péjoratif en fait. Donc c'est pour ça que ce terme de poujadisme aussi, tous ces termes-là étaient péjoratifs. Donc en fait, il y avait un combat à mener aussi pour le sens des mots, de façon à éviter que ça dérape dans ce sens-là. Et d'ailleurs, le mot jacquerie, il a pu être tellement utilisé par la suite. Voilà, je m'arrête là. Alors, après, bien sûr, il y aura tout un temps d'échange avec la salle. N'ayez pas peur, il n'y a pas que nous qui allons poser des questions à M. Noiriel. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ce sens de populaire. Alors, qu'est-ce qui fait l'unité? Quels seraient les points, les critères? Parce que finalement, je crois que si on interroge les gens, et ça a été fait, vous appartenez à quel milieu? Bon, alors il y a ceux qui vont dire effectivement je suis du peuple, j'appartiens aux couches populaires, mais on voit que très souvent beaucoup de gens pensent qu'ils se situent dans la classe moyenne, petite classe moyenne, moyenne supérieure. Alors moi j'ai une question, c'est difficile, c'est quoi ce qui fait l'unité, mais aussi qu'est-ce qui fracture le monde ou les couches populaires? Vous évoquez dans votre livre, au début du XXe siècle, un moment où vous dites qu'il y a une sorte de divorce irrémédiable qui s'installe dans le monde populaire entre les salariés et les non-salariés, parce que les salariés obtiennent des droits, un repos hebdomadaire, des retraites, et puis ceux qui sont tout à fait dans le même monde aussi populaire et qui ne sont pas plus riches, mais ils ne vont pas obtenir ces droits-là, ils sont... Les indépendants, voilà, ils peuvent avoir une petite boutique, tenir un café, enfin, etc. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui fracture, et je pense que ça reste jusqu'à aujourd'hui, et en plus, dans ce monde-là, on pourrait dire qu'il y a peut-être le privé-public, effectivement, les fonctionnaires apparaissant comme les super salariés, et puis au contraire, il y a le monde précarisé
Voilà. Et donc moi, mon interrogation, elle porte sur, dans ce mouvement de ce qui donne de la cohérence et au contraire ce qui va faire de la diffraction, si je puis dire, de ce monde populaire. Effectivement, ça c'est un problème tout à fait fondamental parce que quand on a des luttes sociales très importantes, ceux qui sont à l'initiative de ces luttes parlent toujours au nom du peuple tout entier. Et on ne le trouve jamais, ce peuple tout entier. C'est une fiction. Quand on parle du peuple français, c'est une notion juridique qui date de la Révolution française, etc. Mais sociologiquement, le peuple, il est toujours traversé de multiples contradictions, y compris les classes populaires, effectivement. Et l'exemple que vous donnez, il est particulièrement flagrant. On pourrait en prendre des exemples antérieurs. Si vous prenez la Révolution de 1848, par exemple, il est évident qu'il y a une fracture fondamentale au sein des classes populaires entre les ouvriers des villes et les paysans. Les paysans étaient de loin les plus nombreux dans la population française. Mais c'est pas eux, c'est pas leur intérêt qui sont défendus par les ouvriers qui vont faire les barricades à Paris et qui vont renverser Louis-Philippe. La preuve, c'est que l'un des principaux acquis de la part des révolutionnaires de 1848, de février 48, ça va être le suffrage universel masculin. Le suffrage universel étendu à toutes les classes sociales, les femmes étant écartées encore pendant près d'un siècle du droit de vote, mais les classes populaires acquièrent le droit de vote à ce moment-là, en 1848, grâce à la Révolution de février. Et les premières élections qui mettent en œuvre ce suffrage universel masculin, elles ont lieu en avril 48. Donc c'est très près, et elles amènent qui au pouvoir? Les réactionnaires. Parce que les paysans vont voter en masse pour les réactionnaires. Et le gouvernement réactionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fusiller tous les révolutionnaires de février 48. Donc il y a une leçon là extrêmement cruelle de l'histoire, je dirais, qui va se répéter. Si vous prenez mai 68, là vous savez que les élections de juin, des législatives de juin, que De Gaulle avait organisées, elles donnent la victoire aux gaullistes, c'est-à-dire à ceux qui étaient hostiles aux contestataires de mai 68. Bon, il y a toujours un clivage entre une minorité mobilisée et une majorité silencieuse, comme on dit. Bon, 36, on pourrait aussi revenir là-dessus, bon, je ne vais pas prendre trop d'exemples, mais là, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est évident qu'il y a aussi des clivages de ce type-là, que sociologiquement, d'après les études qui ont été faites par des sociologues sur le mouvement, on voit bien que la dominante, c'est plutôt des gens, effectivement, qui appartiennent peut-être aux fractions les moins démunies des classes populaires. Hein. Ça, c'est très important et c'est pas nouveau non plus. Dans toutes les grandes luttes, sont presque toujours ceux, pas je veux dire favorisés, parce que le mot serait pas juste, mais les moins démunis, c'est-à-dire ceux qui ont quand même des ressources pour pouvoir se battre, hein, qui tirent les mouvements. On sait qu'en 1936, le Front populaire, c'était des ouvriers qualifiés, de l'aéronautique, de l'automobile, etc., qui ont été à l'initiative des premières grèves. Hein. Donc ça, c'est important, on le retrouve chez les Gilets jaunes, parce que c'est souvent des gens qui sont autour du SMIC, hein, qui sont pas dans les immigrés des quartiers, dans les cités, qui sont beaucoup plus exploités, qui ont des situations beaucoup plus difficiles, mais qui ne sont pas encore, peut-être qu'ils viendront, ça viendra, mais pour le moment dans le mouvement. Donc voilà, il y a aussi ce profil des indépendants, des petits patrons, donc c'est un mouvement qui, pour beaucoup d'aspects, est totalement contraire au Front populaire. Le Front populaire, qu'est-ce que c'était? C'était des ouvriers, fondamentalement, qui avaient fait grève dans l'usine, qui n'occupaient pas des ronds-points, mais des usines, qui ont obtenu des avantages sociaux, les 40 heures, etc., qui étaient donc pour privilégier les salariés. Leur symbole, c'était le drapeau rouge, c'était pas leurs ennemis, c'était les patrons, les 200 familles, comme on disait à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est ce qui est frappant dans le monde des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a aucune critique du patronat. Le capitalisme lui-même n'est pas mis en cause. Macron, alors lui, il cumule un petit peu toutes les oppositions, mais voilà, ou alors ça va être, comme vous disiez, les hauts fonctionnaires, etc. Bon, donc ça, c'est effectivement une très très grande différence qui fait qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Je pense que l'un des problèmes qu'ont rencontré les organisations issues du mouvement ouvrier, c'est justement le fait qu'ils se soient focalisés sur l'entreprise.
Dans un monde où les entreprises explosaient, avec la crise du capitalisme, les industries de main-d'œuvre. Moi, je viens de Lorraine, j'ai travaillé ma thèse sur la sidérurgie lorraine, sur les ouvriers de Longwy, etc. J'ai assisté à la liquidation de ces bastions du mouvement ouvrier. Donc voilà, je connais bien ça. Donc c'est des entreprises qui ont délocalisé vers les pays à bas salaire, etc. Donc voilà, là il y a eu des problèmes considérables qui se sont posés, qui font qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de mobiliser les salariés au sein de l'entreprise que dans le passé. Il y a aussi la précarisation du travail, etc. Le fait que les gens faire grève, c'est de plus en plus difficile à cause de l'endettement, etc. Donc on a eu toute une série de luttes menées par les syndicats. Chez les enseignants, c'est pareil. Chez les enseignants, la journée de grève rituelle, bon, les gens disent on en a marre, on ne va pas encore faire grève, on sait que ça ne sert à rien. Regardez les luttes perdantes chez les cheminots, etc. Donc, je pense que c'est un constat que Macron et les gens qui l'entourent se sont dit on peut y aller franco, quoi, puisque maintenant on peut leur imposer n'importe quoi, ils sont plus capables de résister. Mais ce qu'il ignorait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les ressources du peuple, eh bien, elles sont infinies. Et donc, on a peut-être bloqué un moyen par là, mais hop, ça passe par d'autres moyens. Donc ça, c'est le côté positif. La notion de rond-point, elle élargit au-delà de l'entreprise, elle permet de rassembler des gens qui sont de milieux différents. Donc voilà. Le côté négatif, c'est que ça risque effectivement de partir dans des sens extrêmement divers et qu'au final, les gens finissent par se taper dessus en se disant combien tu gagnes toi, t'as plus que moi, c'est-à-dire ça, c'est une logique que peut exploiter le pouvoir, parce qu'une des stratégies du pouvoir, c'est aussi d'opposer au sein les fractions du peuple pour qu'elles se battent entre elles au lieu d'avoir un même adversaire. Alors, peut-être pour faire un peu le poil à gratter quand même, rapidement sur les Gilets jaunes, mais pas que, parce que finalement le livre, vous l'avez bien compris, ne porte pas sur les Gilets jaunes, hein, bien sûr, puisqu'il a été écrit avant et pendant de nombreuses années avant. Mais si on prend le rond-point finalement comme quelque chose que nous dit un rond-point c'est quand même un endroit autour duquel circulent des voitures. Et il était assez frappant, France Culture a fait toute une série d'émissions pour déjà faire l'historique du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on a un tel goût de l'histoire maintenant qu'on fait l'histoire de quelque chose qui est en train de se passer. Hein, et en reprenant les déclarations parmi les premiers, d'ailleurs c'était une femme qui ont lancé le mouvement, moi j'ai quand même été très frappé que 3 revendications sur 4 ou 5 étaient contre la limitation de la vitesse à 80 km/h, contre le contrôle technique accru sur les voitures, et contre la taxation accrue, et il me semble quand même, et voilà, et c'est les ronds-points, c'est intéressant. Et en même temps, c'est peut-être une catégorie qui réagit, comme d'autres réagiront plus tard, sur le fait de « touche pas à ma voiture », c'est un instrument de déplacement qu'on ne peut pas remettre en cause. Voilà, donc je fais peut-être un peu le poil à gratter, parce qu'il me semble quand même que c'est un élément assez aussi intéressant à voir. Bon, vous pouvez... Et puis moi, je voulais revenir sur autre chose dans votre ouvrage. En introduction, vous dites que vous n'allez pas particulièrement traiter dans ce livre de l'histoire des femmes. Alors vous pourriez dire, parce qu'aussi elle a été faite depuis un certain nombre d'années, bien sûr, hein, mais vous dites, parce que je ne fais pas l'histoire des minorités, alors j'ai un peu tiqué, parce que je me dis, bon, ben, les femmes, c'est pas une minorité, et puis par ailleurs, vous intégrez parfaitement dans ce livre l'histoire des étrangers, des immigrés. Alors, vous parlez quand même des femmes, à un certain nombre bien sûr, dans un certain nombre de chapitres, vous parlez des femmes, mais là aussi, pour faire un peu... est-ce que, finalement, vous ne l'avez pas pris comme objet parce que c'est plus difficile à interpréter en termes marxistes, finalement. La domination des hommes sur les femmes, c'est peut-être quelque chose qui traverse les groupes sociaux et qu'on va retrouver aussi bien dans les milieux des dominants comme celui des dominés. Voilà. Et justement, est-ce que comment vous avez essayé de comparer ces traits de pouvoir entre ceux qui sont, je dirais, cet affrontement dominant-dominé dans une lecture marxiste, et puis des confrontations de pouvoir qui se posent parfois dans d'autres termes. Oui, ce que j'ai dit là-dessus dans l'introduction, c'est le fait que ce que j'ai pu constater, moi, dans l'évolution du monde intellectuel, c'est donc un déclin très net de l'histoire des classes populaires,
que si vous prenez les historiennes comme Michel Perrault, par exemple, bon, qui était une historienne de la classe ouvrière, qui est devenue une historienne des femmes, ce qui est bien, faut bien percevoir que mon analyse, hein, et on a j'ai trouvé, moi, qu'on évoluait vers une situation symétrique à celle qui avait existé avant. C'est-à-dire, auparavant, il y avait une histoire sociale, une histoire ouvrière qui occultait complètement les femmes et les minorités. Je dis les femmes et les minorités. Hein. Et après, aujourd'hui, on a une tendance, moi je l'ai vu chez mes étudiants et mes étudiantes, hein, à privilégier, donc c'est une histoire des femmes, ça va être une histoire des Noirs, une histoire, vous voyez, des minorités, et le fil conducteur, parce que ces personnes, qu'on soit femme, qu'on soit noir, qu'on soit musulman, etc., on n'est pas que ça. C'est la question que je pose. Donc moi, ce que je voulais, c'est faire que le lien, c'est ce que j'explique d'un point de vue méthodologique dans mon livre. Moi, je suis socio-historien. Je pars du principe que chaque individu, chaque être humain est le produit d'un grand nombre de critères identitaires qui se combinent tous les uns et les autres. Et donc, nous, dans notre vie quotidienne, eh bien, selon les moments, on va mettre en avant tel ou tel aspect de notre identité en fonction des lieux. J'avais déjà dit ça pour mon livre sur Sarkozy, sur l'identité nationale. Qui se trimballe en bandoulière avec son identité nationale? Ça n'existe pas. Donc, quand on dit à quelqu'un, c'est ce qu'on appelle les assignations identitaires, tu es ceci, tu es cela, on referme l'éventail des possibilités. Donc, mon projet, bon, pas forcément toujours bien formulé, je ne sais pas, mais c'était justement à chaque fois de montrer la dialectique des critères identitaires, y compris donc par rapport, pas dire parce que ça, certaines historiennes féministes peuvent le faire, c'est pas, mais malgré tout, bon, peut-être pas trop développer ça, ça nous emmènerait peut-être trop loin, mais toute la théorisation de ce qu'on appelle l'intersectionnalité me laisse sur ma faim. Parce que, bon, c'est un mouvement américain donc, qui combine 3 critères, il y en avait que 2, mais 3 critères, le genre, la race et la classe. Hein, c'est ça. Bon. Et donc, moi, je crois qu'il faut prendre les choses d'une manière beaucoup plus large, beaucoup plus complexe. Parce que dans cette triade-là, par exemple, la nationalité, elle n'est pas présente. Or, une des formes majeures de discrimination et d'exclusion aujourd'hui, c'est celle qui est liée à la nationalité. Les migrants, par exemple, qui meurent en Méditerranée, eh bien, c'est principalement parce qu'ils n'ont pas la nationalité française ou italienne, etc. C'est les logiques. C'était une bonne partie de mes travaux antérieurement, ça a été aussi sur ce critère-là. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pour, justement, là on est au cœur de la question de l'identitaire, c'est-à-dire, l'autre aspect pour compléter ça, c'est que, bon, Michel Zancarini-Fournel avait écrit un ouvrage qui s'appelle des luttes et des rêves, et sous-titré Une histoire populaire de la France, elle qui a été bon, une historienne voilà, du genre, des femmes, etc. Elle avait beaucoup aussi insisté là-dessus. Donc comme moi j'étais obligé de faire des choix, j'ai voilà, un certain nombre de choses qu'elle avait dites dans son livre, j'y suis parvenu. Mais ce qui est important, voilà, c'est dans la problématique, effectivement, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a des divergences, y compris au sein des chercheurs en sciences sociales. Voilà. Mais non, c'était effectivement centralement par la volonté de remettre l'accent sur la question sociale, ça c'est sûr. Et donc j'ai été servi par le fait qu'on ait ce mouvement des Gilets jaunes qui brutalement, c'est comme ça en France, ça fonctionne toujours comme ça. On s'aperçoit que dans l'histoire, c'est les luttes populaires qui rendent visibles dans l'espace public les milieux populaires. Si vous voulez prendre un exemple, c'est que le modèle auquel s'identifiait Arletty, vous savez, la comédienne, c'était Jean Gabin, le métallo de chez Renault. Bon, et il y a des travaux de l'époque qui montrent qu'il y avait une bonne partie des employés à l'époque qui se définissaient comme ouvriers. Hein, parce que cette question des classes, etc., ça évolue en fonction des représentations qu'on se fait. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers qui se disent classe moyenne. C'est peut-être problématique, parce que ça joue aussi sur la fierté de classe, sur l'identité des groupes sociaux, sur le droit aussi à exister comme on est, pas vouloir ressembler aux autres, non? Vous voyez, c'est tout ça que j'essaye de combiner, qui est parfois contradictoire, mais que je trouve est passionnant. Quand on est historien, parce que ça nous amène à creuser certaines choses. Je le fais notamment pour le chapitre sur le XVIIIe siècle, pour
l'exemple de Madame du Châtelet, Madame du Châtelet, donc, elle est souvent citée chez les féministes comme une des premières féministes, c'est la maîtresse de Voltaire par ailleurs, et donc moi j'ai pris en fait, pour aborder cette question-là, j'ai pris le journal de son valet de chambre, de son domestique, qui raconte que, eh bien, quand elle prenait son bain, c'était lui qui était chargé de verser l'eau chaude, et donc qu'elle écartait les cuisses, et que lui, bah, il fermait les yeux, parce que, voilà, etc., et qu'elle l'engueulait en lui disant que, voilà, qu'il versait à côté, etc., etc. Et c'est très intéressant, parce qu'on voit que, et il le dit d'ailleurs lui-même dans ses mémoires, j'étais pas considéré comme un être humain. Ni comme un être humain, ni comme un homme. C'est intéressant, la question du genre, c'est toujours à double tranchant. Donc moi, c'est un bon exemple, pas pour discréditer, vous comprenez bien, le féminisme, c'est absurde, mais pour dire, attention, il y a des liens entre la domination de classe, la domination de genre, que des fois ça peut aller dans le même sens, que des fois ça peut être contradictoire. Voilà, c'est pas une affirmation d'un point de vue politique, c'est d'essayer d'analyser l'histoire dans toutes ses contradictions. C'était, voilà. Bon. Moi j'aurais juste une dernière question, je pense qu'après on demander, vous avez des questions aussi. Moi c'est plus, puisque vous expliquez bien que bon, le peuple ou notre histoire, notre identité, c'est une combinaison qui se fait, qui se défait en lien avec plein de choses, et notamment les mutations du système capitaliste actuellement, enfin, puisque ça fait et défait la manière dont on travaille. Et donc, quand il n'y a plus d'ouvriers dans les grandes industries, c'est un autre modèle des classes. Et vous expliquez bien qu'en fait, à chaque fois, en fait, la société, mais on va dire les classes populaires, elles s'adaptent, trouvent un modus vivendi avec la nouvelle règle du jeu. Mais comme c'est vrai qu'on est depuis 200 ou 300 ans, on va dire, ça touche la société, ce système capitaliste qui s'accélère, finalement, à chaque fois, vous parlez au 19e siècle, le modèle de l'ouvrier, c'est qu'il est ouvrier paysan, et qu'il y a donc voilà, il obtient une certaine forme d'autonomie par ce biais-là, donc il est prêt à accepter d'aller à l'usine pour gagner un petit peu plus d'argent, tout en en restant paysan, et donc en ayant des moyens de ressources aussi par ailleurs, donc c'était un plus. Et puis quand il y a une crise du capitalisme, je crois que c'est en 1870, enfin, il va falloir, en fait, ça va se reconfigurer, et il faut s'adapter, quoi. Et du coup, moi, ma question, c'est comment ça s'adapte aujourd'hui? Alors, puisqu'on parlait de forcément, les syndicats aujourd'hui syndiquaient surtout dans le modèle, on va dire, 20e siècle, c'est-à-dire des classes populaires ouvrières. Là, vous dites qu'il y a une désouvriérisation, c'est-à-dire que à la fois on se reconnaît moins comme ouvrier, et puis surtout, on n'est plus dans des grands collectifs de travail. Les choses sont différentes, ce qui explique peut-être le rapport au patron aussi dans les Gilets jaunes qui est différent. Et moi, ce que je me posais aussi, c'est que finalement, il y a aussi un vaste gisement de classe populaire qui, justement, s'est désaffilié, ou a été désaffilié volontairement à cause, justement, du principe de race, soit ce qu'on appelle les racisés. C'est pas un très joli mot, mais c'est pour dire que dans les multifacettes de notre identité, parfois, il y en a qui sont mises en avant, par en haut aussi, et qui prennent beaucoup de place. Et moi, je pense au collectif Adama, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un collectif issu de la mort d'Adama Traoré, sa sœur remue ciel et terre, et d'une manière de leader politique, en fait, j'ai envie de dire, au sens le plus noble du terme, parce qu'on est en forçant les portes des cloisons justement identitaires, et donc elle s'est imposée notamment à la fête à Macron au printemps, organisée plutôt par c'était François Ruffin, je crois, à l'origine, et puis elle s'est imposée aussi, ils ont cherché à s'imposer aussi dans les manifestations de Gilets jaunes, et justement je me demandais un petit peu ce qu'on dit, les banlieues ne bougent pas, parce que banlieue, aujourd'hui tout le monde sait ce qu'on devrait trouver dans les banlieues comme classe populaire. Donc je voulais savoir un petit peu comment vous voyez un petit peu comment c'est en train de se mettre en place le mécano de cette société dans laquelle on vit par rapport à... Bon, là, les sociologues seraient mieux qualifiés que moi pour faire ce panorama, mais effectivement, donc là, il y a des changements. On vit, moi je pense qu'on vit depuis les années 80. Je pense qu'il y a eu un tournant qui a commencé dans les années 80. On vit une nouvelle époque qui, effectivement, on peut la comparer avec la fin du 19e siècle.
où là aussi il y avait une crise de civilisation quasiment qui a traversé la France et l'Europe. Et donc on est en train de sortir d'un modèle, un nouveau modèle émerge, on ne sait pas trop quelle forme il va prendre, d'où l'importance aussi des luttes qu'on peut mener, parce qu'on peut influer aussi évidemment sur l'évolution du nouveau modèle. Alors je pense, moi j'accorde, c'est ce que j'ai défini comme on est passé d'une démocratie des partis à une démocratie du public. C'est des catégories que j'ai repris un philosophe qui a travaillé là-dessus, c'est pas le problème, mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement à partir de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70, la démocratie, le fonctionnement de la démocratie était fondamentalement lié à des partis qui avaient des adhérents, qui mobilisaient, etc. À partir du déclin du mouvement ouvrier, dans les années 80, il y a un affaiblissement des partis, et surtout les partis ont été de plus en plus dépendants des médias, d'où la notion de démocratie du public. Si vous voulez, un exemple que je peux prendre parmi d'autres, c'est le triomphe des sondages d'opinion. Hein. Auparavant, eh bien, quand vous aviez Maurice Thorez qui prenait la parole, qui disait, il parlait au nom de la classe ouvrière, personne n'allait le contester, hein, ou peut-être les socialistes, etc. Mais enfin, c'était bien à l'intérieur de parti, c'est pas les journalistes qui allaient le contester. Or aujourd'hui, c'est plus possible parce que vous aurez un journaliste qui va sortir le dernier sondage hein, en disant ah oui, mais les Français pensent que. Donc il y a, vous savez, la technique des sondages pour faire dire aux Français ce qu'ils pensent. On se dit, mais je pense ça, moi, tiens, j'avais pas remarqué. Bon, bref, passons. Donc voilà, on a cette technologie-là qui s'est développée. Il y a les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu. Moi, je crois que c'est très important. Et on le voit dans le mouvement des Gilets jaunes, toute cette mécanique-là se mettre en place. Donc il faut vivre avec ça, il faut être capable aussi de mobiliser ces outils-là, qui peuvent apporter effectivement des choses très positives, comme les réseaux sociaux, c'est de l'horizontalité, ça peut, mais qui charrient aussi beaucoup de déstructuration par rapport au mode de sociabilité qui pouvait exister auparavant. Donc voilà, ça c'est un constat qu'on peut faire. Les mutations du capitalisme, la classe ouvrière n'a pas disparu, hein, 20% des actifs aujourd'hui sont ouvriers. Et on pourrait rajouter une bonne partie de ceux qui sont considérés comme employés. Quand vous avez des femmes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc., elles ont des conditions de vie qui sont de travail et de vie qui sont celles des ouvriers. Donc voilà, la notion de classe populaire au sens, j'allais dire prolétarien du terme, existe toujours. Et c'est ça qui ressort aussi dans ce qu'on voit dans le mouvement des Gilets jaunes. Et puis avec les salaires par rapport évidemment aux années 30, etc., augmenté, mais ce qu'on appelle les dépenses contraintes par exemple. C'est des formes de contraintes au sens fort du terme qui pèsent de plus en plus sur les gens, qui ne peuvent pas faire autrement. Et là je reviens à ce que vous disiez sur la voiture, c'est aussi parce qu'il y a des gens, c'est leur outil de travail. C'est pour ça aussi que le mouvement a pris de l'importance, tout particulièrement dans ce qu'on a appelé les zones périphériques, où les gens sont obligés de prendre leur voiture pour travailler, pour aller travailler. C'est un outil de travail. Donc on n'est pas hors du monde du travail, mais on est dans le nouvel univers de travail qui caractérise aussi de plus en plus de gens dans la société actuelle. Donc il y a toutes ces questions-là sur lesquelles il faut se pencher, il faut réfléchir pour trouver des solutions qui puissent aller dans un sens de plus d'égalité, parce qu'en même temps, effectivement, le triomphe du capitalisme néolibéral, qui a commencé au début des années 80, eh bien, il fait des ravages, on le sait. Les inégalités s'accroissent massivement. Il y a dans les années, milieu des années 80, la social-démocratie européenne a pris le virage social-libéral, que ce soit Tony Blair au Royaume-Uni, que ce soit Schröder en Allemagne ou en France. C'est le Mitterrand, vous savez, c'est le virage de 83. Et donc là, il y a eu une stratégie aussi de marginaliser les questions sociales pour valoriser les questions identitaires. Bon, moi j'ai été un peu un observateur de ça, puisque moi j'étais donc en Lorraine à l'époque, et c'est la gauche qui a liquidé la sidérurgie, le programme que la droite avait commencé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les grandes grèves, par exemple dans l'automobile, des OS, oui, à Poissy, des OS immigrés, qui avaient été pendant 20 ans confinés dans des postes d'OS, alors qu'ils avaient les compétences des ouvriers professionnels, et que les entreprises ne voulaient pas reconnaître comme ouvriers professionnels. La gauche est arrivée au pouvoir, ils ont eu un espoir, comme en 1936.
Et total, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu Monroy, Premier ministre, l'équivalent de Léon Blum en 1936, Monroy qui lui-même a dit que ces grévistes étaient téléguidés par l'ayatollah Khomeini. Donc l'argument classique de la droite, dire c'est les étrangers qui fabriquent les grèves, était repris par la gauche. Donc si vous voulez, et d'ailleurs Monroy a été félicité par le Figaro Magazine. C'est pas un hasard, il n'y a pas d'hasard en politique. Hein. Figaro Magazine, c'est proche de l'extrême droite, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc, moi je pense dès ce moment-là, la gauche, notamment la gauche de gouvernement, a scié la branche sur laquelle elle était assise. Et si le PS a disparu aujourd'hui, ça commence avec là. C'est-à-dire l'abandon du social, les classes populaires se sont senties abandonnées. Et c'est pour ça que la crise de représentation qu'on vit aujourd'hui, elle s'était déjà traduite dans les urnes. Vous avez 30 à 40% des ouvriers qui votent plus. Le premier parti de France, c'est pas le premier parti ouvrier de France, c'est pas le Front National, c'est l'abstention. Les gens surtout réagissent par l'abstention. Ils n'y croient plus. Ils ont vu la gauche, la droite, etc. Et leur sort ne s'est pas amélioré. Donc là, on est dans une impasse. Et le problème, c'est comment lutter. Et là, c'est la question aussi de l'internationalisme, c'est-à-dire comment être capable de dépasser des luttes nationales face à un capitalisme qui est mondialisé. Et c'est ça un des paradoxes de l'histoire, j'en parle aussi un peu dans le livre, mais en 1848, le manifeste du Parti communiste, Marx Engels, la dernière phrase, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Parce que Marx avait une vision européenne, parce que bon, le grand changement de la fin 19e, que j'appelle la nationalisation, la société française n'était pas encore produit, mais après, chaque parti socialiste, disons, de cette époque-là, a été intégré dans son propre État national. Ce qui fait qu'en 1914, comme vous le savez, ils ont tous rallié leur union sacrée. Socialistes allemands, français, etc., ont rallié leur union. C'était la faillite du mouvement ouvrier. Et Total, alors qu'en 1848, le capitalisme était moins international que le mouvement. Ouvrier, aujourd'hui, le capitalisme est mondialisé et le mouvement ouvrier est toujours national. Comment voulez-vous lutter à armes égales? C'est pour ça que la question, au moins européenne, est tout à fait essentielle, de trouver aussi des moyens de structurer, d'organiser des forces qui soient capables d'opposer un front au-delà du national contre ces... Voilà. Tout ça, c'est les questions qui sont en jeu. Bon, les élections européennes bientôt, donc c'est un enjeu, je crois, tout à fait fondamental, où il faut encore trouver des moyens de dépasser les clivages, et peut-être, si les Gilets jaunes s'internationalisent, qu'on aura une force là qui rétablira cet idéal de l'internationalisme prolétarien. Je ne crois pas beaucoup, remarquez. Est-ce qu'on fait un... Valenciennes à Armentières, ce sont des bastions de l'industrie textile. Et à partir des années 60, il y a eu un déclin terrible et terrifiant, moi je vous dis franchement, du déclin du textile dans le nord et du nord de la France, et même en Lorraine, et quelque part aussi à Lyon. L'internationalisation du travail a fait que toutes ces usines ont périclité. Et moi, je vais vous expliquer, j'ai une amie qui avait des amis qui étaient petits patrons, de voir qu'il était obligé de licencier, de fermer boutique. Eh bien, il y a beaucoup de petits patrons qui se sont suicidés parce qu'ils ne voulaient pas, ils avaient une honte de devoir licencier. Et c'est là que ça a commencé, le déclin de la classe ouvrière. C'est le déclin de l'industrie textile dans le Nord. Et moi, je suis ravi en tant que militant laïque parce que vous démontrez précisément, parce que vous faites partir l'histoire de France à partir de la guerre de 100 ans et de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, en particulier, bon, vous le savez certainement, mais c'était pas une pauvre paysanne de Domrémy, hein, c'était quand même la belle-fille de Charles VII, par le terrain de sa femme.
hein, donc ce qui a permis ensuite de se propager dans la légende. Bon, je crois que vous montrez que jusqu'à la guerre de 100 ans, on est face à un métilpode donc de migration, et que les Visigoths se sont mêlés aux Francs, les Visigoths sous la pression des Mongols. Et ça, moi j'étais ravi parce que on nous bassine sans arrêt avec les racines chrétiennes de la France, ou même les racines européennes de la France. Et on voit effectivement que ce mouvement s'est fait, s'est constitué, et que la notion de territoire français en quelque sorte, eh bien, il s'est basé, comme vous le dites, sur la nécessité pour le roi, qui finalement finit par s'imposer, d'imposer un impôt, l'impôt royal, qui va d'ailleurs servir à asseoir sa puissance militaire. Par contre, il y a des choses qui me paraissent plus critiquables dans votre livre. C'est par rapport à ce que j'appelle la question sociale. J'étais très très surpris de voir que vous parlez du rôle un peu social de Napoléon III, le petit. Napoléon III s'appuyait sur les ouvriers tout simplement parce qu'il avait besoin de construire des chemins de fer, hein, face à l'Angleterre et face à l'Allemagne. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'était un sacré belliqueux impérialiste. Hein. Et moi aussi, ce qui m'a choqué, notamment en résonance par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que vous avez parlé de la Commune de Paris en 4 pages. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, les efforts des Gilets jaunes, puisqu'on en parle, et ça me paraît intéressant dans les discussions qu'ils ont, même s'ils ont des contradictions, même s'ils ont des désaccords, c'est ce mouvement vers le contrôle de ce qu'on fait, de prendre sa destinée en main. Et bon, la Commune de Paris, bon, malgré son échec, que vous relatez, par l'absence d'un parti ouvrier révolutionnaire décisif à ce moment-là, ce mouvement de la Commune de Paris, moi ce que j'en retiens, ce qui est fondamental, et ce qui risque d'arriver peut-être un jour avec le développement du mouvement des Gilets jaunes, c'est le contrôle dans des assemblées ouvrières, dans des assemblées citoyennes, dans des assemblées de quartier, dans des assemblées de ménagères qui discutent du ravitaillement. C'est le contrôle du mandat et la révocabilité de ces mandats. Et ça me paraît fondamental. Je dis que Napoléon III va avoir le soutien des paysans, c'est incontestable, enfin, il est incontesté, et que s'il a le soutien des paysans, c'est pas parce que les paysans étaient abrutis. C'est ce que Marx écrit, hein, quelque part. Hein. Voilà, donc ça c'est une vision de bourgeois des villes par rapport au monde paysan. Mais le monde paysan, il défend ses intérêts, et Napoléon III va adopter, grâce à Leplay, qui était son éminence grise, donc une stratégie de compromis. Il va s'appuyer sur la paysannerie, qui était la classe la plus importante en France, pour une stratégie de compromis. Alors évidemment, dans le même temps, ce compromis, il est au service des dominants. Vous avez parlé des constructions des chemins de fer, il y a aussi les banques. On sait que les banques se sont beaucoup développées à l'époque de Napoléon III, donc c'était pas dans une intention de socialiste qu'il le faisait. Mais malgré tout, il a réussi, c'est quand même le président de la République, parce que c'est le premier qui a été élu au suffrage universel, donc masculin, Napoléon III, et c'est celui qui a duré le plus longtemps. C'est sûr qu'il a fait un coup d'État, hein, quand même, pour réussir, mais il est resté quand même 20 ans, lui, hein, et avec quand même un soutien toujours constant des paysans, parce que voilà, donc je voulais donner quand même cette précision pour dire que je n'étais pas, moi, un fervent partisan du retour d'un Napoléon III au pouvoir. Hein. Quant à la Commune de Paris, oui, alors là, bien sûr, mais j'ai quand même souligné le fait que ces aspirations à la démocratie directe, du contrôle des élus, etc., s'étaient développées dans la Commune de Paris, mais ça s'est développé à l'échelle d'une ville. Comment l'envisager à l'échelle d'un État-nation tout entier? C'est une des questions qu'on peut poser. Et puis, par ailleurs, c'est le problème quand vous avez un bouquin vous voyez, l'éditeur vous dit qu'il ne faut pas dépasser 800 pages. Chaque fois que je fais des débats, il y a des gens qui me disent « Vous n'avez pas assez parlé de la justice, vous n'avez pas parlé assez des femmes, vous n'avez pas assez parlé de tel ou tel événement. » C'est vrai. Donc, l'équilibre d'un livre, parce que pour moi, c'est très précieux ces débats que nous avons, parce que, vous savez, Howard Zinn, il a fait de nombreuses postfaces de son livre. Alors moi, j'espère vivre assez longtemps pour en faire beaucoup aussi. Et là, j'en prépare déjà une, puisque le livre va avoir un succès, donc il va être réédité bientôt, et je vais intégrer un certain nombre de choses, mais pas forcément les critiques, mais celles qui me sembleront pertinentes, parce qu'un livre comme ça, c'est un tableau, si vous voulez, quelque part. C'est-à-dire, voilà, il faut maintenir un équilibre, et des fois je dis, ah oui, tiens, ça, c'est vrai que j'en ai pas assez parlé, donc il y a certaines choses que je vais
sur lesquels je vais revenir, approfondir peut-être un petit peu, et peut-être ce sera le cas sur la Commune de Paris, j'en sais rien, surtout qu'on va bientôt avoir l'anniversaire, donc ça va être aussi l'occasion de revenir sur cette question-là. Et vous avez raison de souligner qu'il y a un lien avec ce qui se passe donc, dans le mouvement des Gilets jaunes, donc c'est tout à fait d'actualité aussi de parler de ça. Je voudrais revenir sur les années 1918, quand même, la démocratie, c'est l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Et les votes des crédits de guerre, tout le monde sait ici que s'il y avait eu la grève générale en France et en Europe, peut-être la grève 14-18 n'aurait pas eu lieu. Et c'est la défaite, elle est liée aussi à la non-décision des partis et des syndicats. Et je pense que nous sommes l'aboutissement de cette histoire, hein, nous en faisons partie, même si... voilà. Et je pense que Macron, il est l'aboutissement de cette situation. C'est-à-dire que vous avez eu raison de citer la fin des aciéries et de la métallurgie, c'est quand même Mitterrand, il ne faut quand même pas l'oublier. On se souvient des années 1983, quand c'est intervenu en Lorraine, moi aussi je suis Lorraine, j'étais dans une ville où il y avait le textile, il n'y a plus rien du tout, hein, c'est zéro. Mais je veux dire que c'est dramatique, et Macron, il est l'issue de cette situation. C'est-à-dire qu'il a été mis en place par les banques et par les multinationales pour faire le travail que les autres gouvernements, de gauche et de droite, excusez-moi, je n'ose même plus dire de gauche, hein, ça a référence à la Révolution française, hein, on était à la gauche du roi, alors maintenant, eh bien, il est l'aboutissement de ça pour mettre en place tout ce que les autres n'ont pas pu détruire. C'est-à-dire que notre avenir, si on n'arrive pas à bloquer les choses, c'est être sans aucun droit. Et si on n'y croit pas, ben, rassurez-vous, c'est vrai. Et je pense que les Gilets jaunes, c'est aussi l'aboutissement du fait que les partis et les directions syndicales, vous savez, je suis syndiquée, moi, hein, et je me bats dans mon syndicat. Mais je veux dire que quand il y a eu la loi El Khomri, on était 1 200 000 à Paris. Et il y a déjà eu l'histoire de la violence, où il y avait les CRS qui étaient là, qui ne bougeaient pas, qui avaient ordre de pas bouger, et les gars qui sont arrivés avec leur massue, qui ont cassé l'hôpital Necker, et des camarades qui se sont fait arrêter ensuite, qui étaient syndicalistes, accusés d'avoir détruit l'hôpital Necker. Donc la violence, elle est du côté de l'État. Elle est du côté de l'État, d'abord, pour la situation qu'ils nous font. Hein, je veux dire que quand on vit avec 500, 800 euros par mois, c'est la violence. Parce qu'on ne peut pas vivre. Donc on est aussi lié à toute cette situation. Et les Gilets jaunes, c'est l'aboutissement du fait que quand on était 1 200 000, qu'est-ce qu'on a attendu pour bloquer le pays, pour que la loi El Khomri, qui est passée le lendemain par ordonnance, passe. Enfin, vous vous rendez compte? Il faut quand même réfléchir à tout ça. On ne peut pas accepter de vivre comme des esclaves. Ne fera pas la révolution sans le soutien des masses, comme on dit. Et c'est intéressant d'ailleurs la référence que vous avez faite au 19e siècle, parce que justement il y a un des chapitres du livre, je l'ai intitulé « La guerre plutôt que la révolution ». Parce que c'est vraiment le problème. Vous savez, la période de l'histoire de France où le mouvement populaire a été le plus puissant, c'est justement à la Belle Époque, hein, au début du XXe siècle, avec une conception de la lutte qui était d'ailleurs très originale, et qui fait le lien d'ailleurs avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'action directe, c'était la grève générale. Hein, le rêve d'une grève générale, c'est-à-dire pour les ouvriers, parce qu'en France c'était caractérisé par la force aussi de ce qu'on appelait le syndicalisme d'action directe, qui était un héritage des anciennes luttes populaires de l'époque des artisans, de la Révolution française, des luttes de 1848, etc. Et beaucoup de militants ouvriers ne voulaient pas justement entrer dans des syndicats ou dans des partis où il fallait obéir à un chef, hein, comme le parti guédiste par exemple, premier parti marxiste français, où il y avait très structuré verticalement, etc. Ils disaient, nous on ne veut pas de ça, nous on veut agir par nous-mêmes. Donc c'est le syndicalisme d'action directe, donc avec une forte influence, disons, anarchiste, qu'on pourrait dire, mais ils disaient, bah oui, mais nous, quel est le moyen d'action qu'on a pour peser sur la vie politique? C'était la grève générale. Donc il y a eu là une montée en puissance, surtout au moment en 1906 avec vous savez, la Courrières, 1200 morts, la mine de Courrières, Grisou, etc. Donc là, il y a une très très forte mobilisation, et on voit un homme politique qui avait commencé à gauche, tellement à gauche qu'on l'appelait radical, hein, à l'époque, c'était Clémenceau, en référence de notre président de la République, qui est devenu le premier flic de France. Hein. C'est lui qui après, quand il est devenu ministre de l'Intérieur et président du Conseil, qui a liquidé, il y a eu, vous savez, le Midi Rouge, tout ça, enfin, il y a énormément d'ouvriers, de syndicalistes, de grévistes qui sont tués, hein, c'est une période très très violente. Et là, carrément, on voit très bien
ça rejoint ce que vous disiez, la République a basculé du côté du nationalisme, encourageant l'extrême droite pour, donc, il y avait le Boris Barrès, etc. Donc, et c'était la même chose qui se passait en Allemagne au même moment. Donc les deux se renvoyant la balle, ça a aggravé constamment les choses, et la Première Guerre mondiale, c'est une des causes de la Première Guerre mondiale. Parce que ces gens-là, et le patronat en plus forte raison, puisque les vendeurs de canons, etc., évidemment, applaudissaient, préféraient la guerre plutôt que la révolution. Donc ça, c'est une expérience qu'on voit très concrètement. On ne peut pas faire de parallèle complètement de la même manière aujourd'hui, mais malgré tout, on voit ressurgir les forces nationalistes aujourd'hui, de l'extrême droite, qui sont souvent soutenues aussi par les forces du capital, parce qu'elles préfèrent voir ces formes politiques-là s'imposer, plutôt que, effectivement, des mouvements sociaux émancipateurs. Donc on a, même si chaque époque a ses spécificités, une conjoncture, effectivement, qui nous rappelle ces périodes anciennes. La difficulté, c'est effectivement, vous l'avez aussi souligné, c'est que les luttes sociales contre la loi El Khomri ou la lutte des cheminots ont finalement engagé beaucoup plus de monde que les Gilets jaunes. Puisqu'au maximum, les Gilets jaunes, c'était moins de 300 000 personnes, alors que, vous avez dit, au tout, il y a eu plus d'1 million, etc. Mais le traitement médiatique aussi de tout ça est complètement différent. Quand vous avez eu la grève des cheminots, on vous montrait que des usagers mécontents. Hein, alors que les Gilets jaunes, les manifs, il y avait plus de journalistes que de Gilets jaunes à Paris le matin. Moi, je ne sais pas, c'est très intéressant d'observer ces chaînes-là. Et quand vous regardez, le décalage qu'il y avait entre le discours et les images, vous aviez des vieux papis là, avec leurs gilets jaunes qui se promenaient tranquillement, etc. Et les gens disaient « Ah, ça va péter, c'est en train de monter, c'est en train de monter ». Donc on sentait délibérément qu'ils voulaient du spectaculaire. Ces chaînes-là veulent du spectaculaire, et du coup, eh bien voilà, c'est pour ça aussi que les gens disent, beaucoup de gens disent aujourd'hui, nous on a fait grève, ça n'a servi à rien, bah maintenant on a compris comment il faut faire, quoi. Donc vous voyez, il y a une gestion de la violence aujourd'hui qui est extrêmement problématique, parce qu'elle sert à casser les mouvements, mais en même temps, eh bien, elle sert aussi à augmenter les audiences, l'audimat, etc., avec ces chaînes d'infos. Donc ça pose des questions aussi aux organisations politiques et syndicales, comment se situer dans ce contexte-là, pour pouvoir entraîner un maximum de gens, parce qu'on ne fera pas la révolution à quelques-uns, c'est certain. Hein. Nos sociétés, en fait, elle n'est pas nouvelle, hein, elle est très très ancienne, même si elle tend à se diminuer un petit peu, c'est ce que j'appelle le cloisonnement des sciences. Et pour être un peu précis, je trouve par exemple très regrettable que les sociologues et les historiens s'intéressent si peu à la psychologie. Or, quand vous parlez de domination, le mécanisme de dominance, je trouve intéressant d'essayer de voir ce que ça dit en fait du psychisme humain et de la façon en fait dont on vit ces rapports de dominance. Je prendrai juste un seul exemple, parce que c'est un fait historique qui est peu connu, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais au XIXe siècle, il y a un mouvement aux États-Unis qui a fait en sorte que d'anciens esclaves noirs ont été amenés à quitter le pays et puis à avoir un retour en Afrique, et on leur a offert, on a organisé en fait leur retour, enfin une émigration en fait vers le Libéria. Et dans les faits, ce qu'on constate, c'est que ces anciens esclaves noirs américains, eh bien, ils ont pris le pouvoir au Libéria et ils ont mis sous esclavage les natifs du Libéria. Donc voilà, alors d'une manière un peu plus rigolote, je dirais, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un film aussi, c'était une fiction assez drôle, où on voyait en fait une dictature féministe. Voilà, donc quand les rapports de force s'inversent, on s'aperçoit en fait qu'il y a des pulsions humaines qui sont là et qui se répètent, et que ça ne sert à rien quelque part de stigmatiser les nazis à un moment donné, ou les capitalistes de l'autre, etc. Donc je voulais avoir un peu votre avis sur cette question-là. Oui, alors en tout cas, en ce qui me concerne, je me suis beaucoup appuyé sur la psychologie sociale, parce que psychologie c'est très vaste, il y a différents courants, etc. Moi j'ai beaucoup travaillé à partir des travaux d'un psychosociologue qui s'appelle Erving Goffman,
sur la question du stigmate notamment, donc il y a une dimension très importante. Et je suis d'accord avec vous, souvent les historiens ne font pas assez de lien avec, disons, les disciplines qui s'intéressent au psychisme. Par exemple, on ne peut pas comprendre les formes de mobilisation si on ne voit pas que la dimension émotionnelle. Les gens se mobilisent pas uniquement pour des questions rationnelles, il y a aussi toujours une dimension émotionnelle. Donc voilà, il faut prendre ça aussi en compte. C'est pas forcément facile d'apporter des preuves, hein. C'est ça le problème, c'est le problème de la preuve, parce que nous on est tenus à apporter des preuves de ce qu'on dit. Alors, dans ce que vous dites, les inversions de domination ou les recompositions de domination, oui, c'est pour ça que moi je m'intéresse au processus de domination, qui peut être incarné par des individus très différents. C'est ce que disait déjà Marx, finalement. Si vous transformez un prolétaire en grand capitaliste, il se comportera comme un capitaliste. C'est la fonction qui fait l'homme, ou la femme en l'occurrence. Donc c'est ça qui est intéressant à étudier. Ce que vous avez dit, on peut prendre des exemples plus récents. Regardez la décolonisation, les mouvements de décolonisation, eh bien, les mouvements de d'émancipation dans les anciennes colonies, souvent ils ont donné des dictatures après. C'est-à-dire que les gars qui sont arrivés au pouvoir, ils ont fait encore pire que les colons. Pas toujours, évidemment, je ne veux pas généraliser, mais quand même, c'est aussi un exemple historique. Donc la réflexion, elle doit porter sur comment voilà, inventer des mécanismes qui évitent la reproduction de la domination, quelle que soit, je dirais, la mentalité des gens ou les pulsions qu'on peut avoir, parce que modifier les pulsions, là j'ai un peu peur qu'on entre dans des logiques difficiles à maîtriser, mais voilà, trouver des moyens d'empêcher, justement, comme on disait tout à l'heure, la démocratie directe, c'est-à-dire que les citoyens aient un contrôle sur les élus. Si ça fonctionnait, eh bien ceux qui ont des pulsions de domination, hop, on les met de côté, on en prend d'autres, vous les voyez. Hein. Voilà, c'est une façon de répondre à cela. Donc il y a quand même des possibilités. C'est pas facile à mettre en œuvre, parce que ceux qui ont des pulsions pour être dominants, souvent ils ont tout un arsenal de moyens et ils hésitent, ils reculent devant aucun moyen pour arriver à leur fin. Voilà. Le mouvement des Gilets jaunes, si la Coupe du monde de football avait lieu maintenant. Je pense en particulier aux effets narcotiques et de diversion politique que représente le sport de compétition et en particulier le football. Bon, moi je suis un grand amateur de foot, hein. J'ai beaucoup joué au foot quand j'étais gosse et donc là je ne vais pas reprendre le couplet anti-foot. Non, je pense qu'effectivement on voit bien que dans le sport c'est un instrument qui vise à détourner les gens des enjeux politiques ou à conforter des identités nationales, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas quand même prendre les gens pour des imbéciles et qui sont capables d'établir une distance entre le comportement qu'ils pourront avoir quand ils sont supporters de foot et puis les autres dimensions de leur vie. Je ne suis pas convaincu et je trouve que ce sera un peu quand même négatif pour les sans-culottes d'aller dire qu'il suffirait de leur donner du pain et des jeux, on disait, vous savez, chez les Romains, hein, de leur faire une petite compétition de foot pour que le mouvement s'arrête. Je ne crois pas que ce soit vrai, ça. Mais là, on est dans les... J'ai pas de preuves, hein, je ne suis pas en tant qu'historien que je peux dire quoi que ce soit de sérieux là-dessus. Mais... parce que ça, il faut faire attention quand même, il y a eu des tendances aussi... vous voyez, par exemple, je pense à une chose, c'est pas lié au football, mais c'est par exemple, depuis le 19e siècle, on trouve ça dans la littérature, on disait la littérature populaire, les journaux, les petites, comment ça s'appelait, je ne me rappelle plus du nom, mais oui, ou bien même plus récemment, les histoires d'amour à l'eau de rose, là, etc. On disait la littérature... Harlequin, voilà. On disait, oh là là, ça alliait, surtout d'ailleurs, c'était aussi les femmes, voilà. On disait, oh, les femmes, etc. Oui, mais alors, on peut dire ça, bon, mais quand on regarde l'histoire, c'est quand même toujours les classes populaires qui ont fait les révolutions. C'est pas les élites qui avaient lu Kant ou je sais pas qui, ou les grands philosophes, c'est pas eux qui étaient au cœur du mouvement. Donc, comment expliquer cette contradiction? Vous comprenez? Il y a bien une autonomie de la part les gens ne sont pas si bêtes que ça. Il y a un esprit critique qui font que, bon, ils en prennent, il y a des tas de travaux là-dessus, hein. Ils en prennent, ils en laissent, et ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir un instinct de classe, comme on dit, ou voilà, des dispositions pour la résistance, et que même si ils vont croire à certaines choses qui nous paraissent absurdes, dans d'autres domaines où ils seront directement concernés, eh bien, ils pourront agir dans un sens, voilà, de progressiste. Je veux dire, c'est pas systématique, parce que là, on arrive à des formes qui sont, voilà, je trouve assez dangereuses du point de vue de l'analyse des classes populaires. Vous avez cité
le manifeste du Parti communiste de Marx tout à l'heure. Est-ce que, en tant qu'historien et historien contemporain, vous reprendriez à votre compte l'affirmation de Marx dans ce texte où il dit que l'histoire n'est que l'histoire de la lutte de classe? Alors oui, dans l'introduction d'ailleurs je reviens là-dessus, je dis que, donc moi, disons que dans ma formation, vu la génération à laquelle j'appartiens, j'ai baigné dans le marxisme, j'ai été marxiste, donc j'ai lu Marx vraiment en détail, y compris le Capital, je n'ai pas tout compris, mais enfin je l'ai fait, et progressivement, aussi comme beaucoup de gens, j'ai pris mes distances avec Marx, parce qu'il y a des choses qui tiennent pas la route, c'est-à-dire que cette espèce de philosophie de l'histoire sur la succession des modes de production et qu'on arriverait à un stade idéal qui serait le communisme, etc. Bon, ça, on ne peut plus trop y croire aujourd'hui. La lutte des classes, en revanche, oui, mais à condition de l'enrichir par rapport à ce que Marx avait fait. Parce que Marx, il avait une définition très économique des classes sociales. Donc moi, je pars de là, je suis convaincu que l'économie, c'est quand même déterminant, donc je suis d'accord avec Marx là-dessus. Les questions économiques sont fondamentales. Mais depuis, Marx, il y a eu des travaux, notamment par des sociologues, qui ont apporté beaucoup de choses que Marx n'avait pas vues. Il y a deux domaines, notamment. Le premier, c'est la question de l'État. Comme je le disais tout à l'heure, Marx, il ne comprend pas l'État parce qu'il vit dans une société où l'État n'est pas encore complètement développé. Donc, il y a une sorte de manque au niveau de l'État. Et puis, il y a un manque aussi au niveau de ce qu'on appelle la domination symbolique ou la culture. Donc, c'est surtout là, à la fin du XIXe siècle, avec Max Weber notamment, ou Durkheim, ces sociologues, et puis plus récemment Pierre Bourdieu. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de combiner un petit peu ces apports, en restant fidèle à cette conception marxiste de la lutte des classes, globalement, mais en l'enrichissant, voyez, avec d'autres éléments qui viennent donc de la socio-histoire de l'État ou de la culture. Ça a coupé. Bon, est-ce qu'on peut dire que le mouvement social, c'est-à-dire ceux qui résistent et qui va jusqu'à remettre en cause les rapports de domination, que c'est ça le moteur de l'histoire? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'était plutôt une question actuelle, puisque vous avez parlé des Gilets jaunes, et on est dans un tournant, et donc on est tous des acteurs de l'actualité, et peut-être des acteurs du devenir de ce mouvement. C'est le grand débat que organise Monsieur Macron, puisque c'est pas venu de quelqu'un d'autre, c'est venu par lui, sous l'influence bien entendu du référendum d'initiative citoyenne que soutiennent les Gilets jaunes. Alors, à travers l'histoire, vous avez parlé tout à l'heure du référendum qu'avait organisé Napoléon III, pardon, pour prendre le pouvoir aussi, ce que vous en pensez aussi aujourd'hui. Les moteurs de l'histoire, donc les luttes contre la domination comme moteur de l'histoire, oui, moi je pourrais acquiescer à cette idée-là, parce que effectivement on s'aperçoit, ce que je dis et ce que je montre dans le livre aussi, c'est que les luttes populaires, même quand elles sont en apparence perdantes, il en reste toujours quelque chose. Il en reste quelque chose, parce que quand elles sont puissantes, elles créent de la peur chez les dominants. Et la peur, c'est souvent une bonne conseillère, Voilà, et ça, je le montre notamment, même à l'époque, par exemple, de Louis XIV, la peur de sa vie, ça a été la fronde. Lui, il était adolescent, etc. Il voit donc, il se dit, il ne faut pas qu'on recommence comme ça. Alors que dans la période d'avant, Louis XIII, ils avaient augmenté les impôts. On revient encore à la question des impôts, tellement fortement que les historiens de l'époque, qui étudient cette époque-là, disent, ils parlent de tour de vis fiscal. Quand la France s'est lancée dans la guerre de 30 ans, eh bien, il fallait payer les soldats, les mercenaires, etc. Donc ils ont augmenté brutalement les impôts. Ça a suscité une multitude de révoltes, notamment les croquants, qui sont restés un petit peu dans l'histoire, contre cette augmentation des impôts. Eh bien, Louis XIV, lui, n'avait pas oublié ça. Et il a rationalisé. C'est-à-dire qu'il y a eu
début de son règne notamment, enfin à la fin du règne ça s'est gâté, mais moins de révoltes parce qu'il y avait une stratégie avec Colbert, etc., pour récupérer des impôts, mais d'une manière qui soit moins directement violente à l'égard des classes populaires. Donc, et puis à toutes les époques, on pourrait aussi évoquer, je le disais tout à l'heure, Napoléon III, sa stratégie d'alliance, c'est parce qu'il ne voulait pas renouveler 1848. C'était la hantise des dominants en France. Comment faire pour qu'il n'y ait plus de révolution dans ce pays? Ça a été la grande hantise des élites tout au long du 19e siècle, jusqu'à Gambetta, Ferry, etc., etc. Vous voyez, donc on voit, et donc il y a des innovations, des initiatives qui se font sous voilà, l'impulsion de ces luttes. Donc notre histoire est le produit aussi de ces formes sans cesse répétées, de lutte contre des injustices, des formes de domination, d'humiliation, si c'est très fort, et on le voit dans les Gilets jaunes. Hein, les deux grandes motivations, c'est un, donc ces questions d'injustice fiscale, et l'autre c'est l'humiliation, le sentiment d'humiliation. Donc ça c'est très fort, et on a eu un président de la République, ça a été vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit vous êtes rien, même Louis XVI n'osait pas oser dire ça du peuple. Et ça me permet de faire le lien avec la troisième question. Oui, ben, le référendum d'initiative citoyenne, je dirais que le président de la République d'aujourd'hui, il est en recul par rapport à Louis XVI. Les cahiers de doléances, il n'avait pas dit au départ, ça vous n'avez pas le droit d'en parler. Rien n'était exclu dans ces cahiers de doléances. Donc là, oui, l'histoire, vous savez, dans la conclusion de mon livre, j'ai écrit ça au moment où donc, Emmanuel Macron a été élu le président de la République. Je me suis dit comment finir, il faut que je parle de ça, mais je ne veux pas en parler en militant politique, je vais le faire en historien. Donc j'ai analysé son programme, qui s'appelle Révolution, et je me suis dit, voyons comment il utilise l'histoire pour justifier son programme libéral. Alors j'ai pas été déçu du voyage, si je puis dire, puisque dans ce programme, les classes populaires n'existent pas. Vous pouvez le regarder, vous verrez, elles n'existent pas. Pour lui, le peuple français, c'est la classe moyenne. C'est-à-dire les CSP+, que c'est sa définition de la classe moyenne. Hein. Donc il n'y en a que pour les ingénieurs, les entrepreneurs. Et quand il parle du peuple, au sens classe populaire, c'est que, on pourrait dire vulgairement, des emmerdes. Quoi. Il voit ça, c'est les pauvres, voilà, c'est ceux qui empêchent de tourner en rond, qu'il faut trouver des choses. C'est le vocabulaire que moi j'avais rencontré dans les écrits de l'Église médiévale. Hein, les termes utilisés, il n'y a pas une seule fois le mot ouvrier, hein, même pas, c'est toujours pauvre, assisté, etc. etc. Les ouvriers obèses, je me souviens d'une formule, ouvrier obèse, vous voyez, c'est extrêmement péjoratif, et je pense qu'il ne s'en rend pas compte, c'est ça, c'est ce que j'appelle l'ethnocentrisme de classe, c'est quand vous avez vécu toute votre vie dans un milieu, là, je veux dire, c'est pas à critiquer, c'est comme ça, quand je dis, vous voyez, se rendre étranger à soi-même, vous voyez ce que je veux dire aussi par rapport à cela, eh bien, évidemment, vous voyez le monde comme vous-même. Vous projetez sur le monde entier ce que vous êtes vous. Et je pense, Emmanuel Macron, ça a été particulièrement fort pour lui, parce que les autres dirigeants politiques, qui sont issus en gros des mêmes milieux, mais ils avaient une expérience politique. Et quand vous avez un mandat politique, forcément, vous vous confrontez au peuple, aux électeurs, etc. Mais lui, non. Il venait tout droit de chez Rothschild, de l'ENA, etc., pour bombarder président de la République. Donc, si vous voulez, voilà, le retour du bâton, c'était normal, quelque part, parce qu'on ne peut pas parler du peuple en ignorant ceux qui en composent sa majorité. Donc voilà, je crois que... Alors que va devenir, ça je ne peux pas vous le dire, ce référendum, mais évidemment c'est mal parti quand on vous dit déjà que les questions qui étaient considérées comme les plus importantes par les Gilets jaunes, on les met de côté, comme l'ISF, etc. Donc il y a une... Ça non plus, c'est de savoir si on met la peine de mort, c'est de savoir si à un moment donné des règles de droit et constitutionnelles, voilà, il ne faut pas non plus peut-être trop caricaturer, c'est aussi de savoir si, parce que ça c'est un vieux débat, c'est aussi de savoir si la souveraineté populaire est plus forte que tout, c'est-à-dire si le sacré, à un moment donné dans le transfert, le peuple devient sacré, la volonté populaire devient sacrée, est-ce que c'est au-dessus de tout? Est-ce que c'est au-dessus des règles de droit, des principes de droit? Est-ce que c'est au-dessus de la Constitution? Voilà, donc ça pose quand même des vraies questions. Et d'ailleurs, il y a un constitutionnaliste, Dominique Rousseau, me semble-t-il, qui a répondu dans un article du Monde. Il serait bien curieux que le peuple soit supérieur à ses représentants et puisse décider des choses qui soient contraires aux principes de droit ou des droits de l'homme ou de la Constitution. Enfin, à ce moment-là, là aussi, on a eu quand même d'autres exemples dans l'histoire.
c'est pas, effectivement, c'est pas ce que disent non plus les gens qui soutiennent le RIC. Les choses du référendum. Ah oui, oui. Et oui, on ne peut pas dire à la fois le peuple a toujours raison, je crois que c'est aussi cette hypocrisie qu'on paye depuis longtemps. Et en même temps, en catimini, on s'en méfie. On ne dit pas. Oui. Oui. Ils entendent pas, peut-être. Les aspects les plus évidents et les plus frappants dans l'histoire des mouvements et des luttes populaires, c'est quand même le caractère tragique de la fin. Alors, de votre point de vue, est-ce qu'aujourd'hui, ce tragique-là a disparu de l'histoire? Est-ce que, finalement, les choses finissent comme mai 68? Parallèlement à cette question, la lecture de l'histoire populaire pour éclairer le mouvement et les luttes populaires, ça a longtemps été le rôle du Parti communiste français. Aujourd'hui, on peut se demander s'il est en capacité de l'assumer. Après, si les Gilets jaunes le rejoignent massivement. Mais si ce n'est pas le cas, comment est-ce que la lecture de l'histoire populaire et de cette dimension-là de l'histoire populaire peut permettre d'éclairer le mouvement actuel? Effectivement, souvent les luttes populaires se terminent tragiquement. Il y a une pacification quand même qui marque un progrès, puisque la répression est moins forte aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être dans le passé. Ceci dit, vous savez, tous les sociologues notamment qui ont travaillé là-dessus montrent qu'il y a eu une très forte répression des manifestations. Il n'y a jamais eu autant de répression que depuis 68, et vous avez un très grand nombre de gens qui ont été mutilés, des qui ont perdu un œil, etc. Donc il y a aujourd'hui toute une mobilisation qui se développe pour attirer l'attention. Je crois qu'il y a même Amnesty International qui a tiré la sonnette d'alarme, etc. Donc ce mouvement fait des victimes. Alors il y a aussi eu les victimes sur les ronds-points, enfin sur les affrontements entre bloqués et bloqueurs, je dirais, qui rajoutent aussi une dimension tragique à ce mouvement-là. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans un mouvement pacifique, ça c'est certain, oui. Bon, je ne me rappelle plus l'autre aspect, c'était... Ah oui, pour le mode d'organisation, là c'est à d'autres relais peut-être de se manifester pour donner un sens historique au mouvement. Ça c'est sûr que c'est un problème en gestation. J'ai une question ici. Oui. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est notre admiration pour le travail de Gérard Noiriel. Quand on lit le livre, il est extraordinaire, il est extrêmement dense, il est en même temps fluide, facile à lire, ou un petit peu lourd sur l'estomac quand on est au lit, mais sinon, j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et le fait qu'on introduise de la sociologie dans l'histoire, donc on donne une vision en profondeur qui peut manquer quand on est dans une chronique événementielle. Maintenant, ce qui serait intéressant, je me demande si d'introduire de l'anthropologie, comme ce que fait Todd, de la démographie. Est-ce qu'on ne pourrait pas encore, les structures de la famille qui viennent de Lévi-Strauss et que réintroduit Todd, est-ce que justement c'est découverte en histoire de voir que là où il y a eu des partis socialistes très importants, ça correspondait à une certaine structure de la famille que Lévi-Strauss avait décrite et que Todd retrouve. Donc il y a énormément d'aspects. La mobilisation des affects, qu'on a appelé la psychologie, qu'on trouve chez Frédéric Lordon, amènerait certainement des dimensions dans l'histoire. Donc c'est formidable d'avoir une histoire enrichie par la sociologie. On peut rêver qu'elle soit enrichie par l'anthropologie. Pour la question des affects, je la mobilise en fait. Quand j'explique la naissance du mouvement ouvrier, quand j'explique comment le Parti ouvrier français a pu mobiliser les ouvriers, notamment du textile du Nord, je dis bien qu'il joue sur les affects. Ça, c'est... Quant à la question de Todd, je ne l'ai pas abordée parce que je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc là, ça amènerait d'autres débats ou d'autres choses, quoi. Donc, dans un bouquin comme ça, c'est évident qu'on ne peut pas entrer dans des discussions, quoi. Donc on privilégie ceux avec qui on est d'accord. Merci Gérard Noiriel pour ta présence.